Audrey Pulvar, bonjour. Bonjour Génie. Alors, on vient vous voir aujourd'hui pour parler de ce gros livre orange qui est sorti déjà il y a un petit moment, Libre comme elle. Vous avez fait dans ce livre le portrait de 21 femmes que vous avez choisies et qui vous ont un petit peu construite, si j'ai bien lu. Absolument, absolument. Ce sont les femmes qui m'ont aidée quand j'étais... vous savez, moi je suis née au début des années 70 dans une famille de féministes, avec plein de femmes, mais aussi des hommes féministes, et où on parlait beaucoup de politique, de tous les grands débats des années 70 sur la place de la femme, mais aussi sur les non-alignés, la fin de la colonisation, etc. Et ces femmes qui sont dans le livre sont celles qui ont peuplé toutes ces discussions dans lesquelles j'ai baigné et qui ont peuplé mon enfance, mon adolescence et qui par la suite m'ont aidé à me construire en tant que femme féministe, m'ont aidé à construire ma vision féministe de la société et à élaborer mon souhait d'une société différente et d'une société meilleure. Alors il y a aussi des femmes plus récentes, comme par exemple Maria Alekina, qui est l'une des Pussy Riot, comme Janet Winterson, que j'ai découvert un peu plus tard. Mais toutes ces femmes sont celles qui vraiment, pour moi, nourrissent ma réflexion encore aujourd'hui, m'accompagnent encore pour beaucoup, comme Barbara, comme Nina Simone, tous les jours, ou Janis Joplin, et sont mon substrat, en fait. Simone de Beauvoir, évidemment. On reviendra sur quelques-unes en particulier. On a fait une petite sélection, on ne peut pas parler des 21. Mais alors, comment s'est effectué le choix? Parce que j'imagine qu'il y a plein de femmes. Enfin, Bien sûr. Il y en a forcément qui manquent. Alors, il y en a qui manquent, oui, mais en même temps, celles-là, ce sont vraiment celles dont je dirais qu'elles m'ont toujours accompagnée. Alors évidemment, il manque George Sand, il manque Françoise Sagan, mais bon, Gisèle Halimi, par exemple, qui est dans le livre, c'est vraiment quelqu'un qui a été pour moi une figure... je ne la connaissais pas, aujourd'hui je la connais, mais je ne la connaissais pas, mais son nom était prononcé à la maison régulièrement, on suivait ses combats, il y avait des portraits affichés dans les bureaux. Angela Davis, c'est pareil, ça reste quelqu'un pour moi de très important. Mon troisième prénom c'est Angela. Pour Angela Davis, donc ça m'a été dit, mais dès l'enfance, dès toute petite, je me suis toujours entendu dire « tu t'appelles Angela pour Angela Davis ». Et il y avait des portraits d'Angela Davis un peu partout dans ma vie. Moi, je nais l'année de son procès, donc c'est vraiment pour moi une espèce d'ombre bienveillante et tutélaire. Et puis après, des gens que j'ai découverts par la suite, comme Karen Blixen, comme Doris Lessing, qui pour moi sont des auteurs majeurs, encore une fois, et qui m'ont nourri pas seulement sur un plan poétique, voilà, de lire des romans, de s'ouvrir, à découvrir l'Afrique à travers des romans, etc., mais aussi sur un plan politique. Parce que toutes ces femmes qui sont dans ce livre sont des femmes qui considèrent leur propre combat, leur propre lutte d'émancipation et en général le combat des femmes pour s'émanciper comme un combat total, un combat global de la société et pas isolé. Il n'est pas isolé du combat politique, il n'est pas isolé du combat pour une plus grande égalité économique, il n'est pas isolé du combat contre les grandes puissances qui soumettent les populations. Donc elles appréhendent ce combat féministe comme quelque chose de total et une redéfinition vraiment fondamentale de la société et de ses équilibres. Alors parlons de deux particulièrement qui se suivent un petit peu. J'ai eu l'impression dans votre parcours, il y a Angela Davis bien sûr, alors figure tutélaire, c'est l'idole de vos parents. Oui. Et puis il y a Geneviève Fraisse, moins connue, universitaire, mais qui elle-même est une sorte d'élève d'Angela Davis. Oui. Et on a l'impression que vous êtes la génération suivante. En fait, ces trois femmes se suivent et que vous voulez prendre la suite. On le ressent comme ça dans le livre. Alors, je n'ai pas cette prétention parce que vraiment, je les mets toutes les deux sur un piédestal. Mais c'est vrai que Geneviève Fraisse, je l'ai découverte par la suite, plutôt quand j'étais début de ma vie adulte. Je suis tombée d'ailleurs un peu par hasard sur ses livres. Et puis après, je l'ai connue, je l'ai interviewée. Donc je me suis vraiment imprégnée de sa pensée qui est extrêmement riche et complexe à la fois, comme l'est celle d'Angela Davis. Et en fait, je me suis rendu compte à la fréquentation de la pensée de Geneviève Fraisse, à quel point elle semblait répondre à celle d'Angela Davis de continent à continent, avec des époques différentes, mais encore une fois, le même substrat, la même articulation. Et je pense que ce sont deux femmes,
enfin, parmi toutes celles qui sont là et qui sont toutes pour moi des femmes non seulement puissantes mais majeures, ce sont 2 femmes qui vraiment, dont on devrait étudier l'œuvre de façon très approfondie pour voir à quel point c'est une œuvre aboutie, à quel point chaque compartiment de la société et de la vie des êtres humains, et pas seulement des femmes dans la société, est soumise à leur analyse et comment tout s'emboîte pour rêver, imaginer une société meilleure. Oui, particulièrement Geneviève Frêche, puisque c'est son propos justement d'abord être dans le domaine de la recherche tout simplement, puis de s'apercevoir quelque part qu'elle est femme et que ça change quelque chose, ça change une hypothèse de base en fait. Absolument, mais en même temps, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas des femmes qui font des recherches sur les femmes, il y a des femmes qui font de la recherche, point. Et qu'elle fait de la recherche et qu'elles se sont autorisées à faire de la recherche sur tout sujet qui l'intéresse, tout sujet qui lui semble pertinent, et qu'elle considère que les femmes ont des choses à dire sur tout sujet, et qu'elles n'ont pas à s'interdire, et non pas non plus à imaginer forcément tous les sujets à travers un prisme de femmes. Mais il est évident que le bagage, les valises parfois très lourdes, mais le bagage qu'elles ont… La blessure quand même. Voilà, en tant que femmes, forcément, leur donne une vision de la société et de l'évolution de la société à travers les siècles, parce qu'elle remonte quasiment aux origines du féminisme, leur donne une vision qui peut être plus complète ou plus… avec plus de faisceaux d'observation qu'une lecture basique de l'historiographie. Et alors, ces femmes, j'ai l'impression aussi que pour certaines, ce sont des militantes. Les 2 qu'on a évoquées, ce sont vraiment des militantes qui s'affirment en tant qu'intellectuelles, en tant que féministes. Et pour certaines, elles le sont par l'exemple. Je pense à Marilyn Monroe, par exemple. On n'imaginait pas la trouver là. La trouver en tant que féministe, quoique. Après, quand on a lu Marilyn Monroe, on se rend compte que c'est une grande écrivaine. Et que, bon, voilà, elle avait beaucoup plus de ressources. De ce qui lui arrivait. Voilà. Mais néanmoins, elle ne s'est pas affirmée en tant que féministe. Non. Mais sa vie prouve qu'elle l'était. Absolument. Alors, elle ne s'est pas forcément affirmée en tant que féministe, mais elle a agi en tant que féministe. Et elle a agi aussi de façon souterraine, parce qu'elle a quand même impulsé des choses qui, par la suite, ont servi à celles qui sont arrivées après. Mais toute sa vie est une vie de féministe. Et moi, je suis fascinée, parce que comme tout le monde, alors Marilyn, quand j'étais enfant, j'étais adolescente, c'était certes la même chose, c'était Happy Birthday, Mr. President. Bon, pour moi, moi, je ne voyais que l'aspect d'homme blonde et actrice. Bon, il y avait aussi The Misfits, mais je ne voyais que cet aspect-là. Et par la suite, au début de ma vie d'adulte, j'ai découvert qu'elle était beaucoup plus que ça. Notamment à travers ses écrits, notamment à travers ses prises de position, sa vie, sa quête viscérale, maladive de reconnaissance pour autre chose que ce qu'on imaginait qu'elle était. Et donc, en ça, déjà, elle a un comportement féministe qui est ce comportement qui veut qu'elle, toute sa vie, elle dévoluera une grande partie de son énergie à s'arracher au destin que d'autres veulent pour elle. Donc déjà, ça, c'est une démarche féministe. Ensuite, quand on lit Marilyn Monroe, mais ce qu'elle a écrit quand elle avait 16 ans, quand elle avait 15-16 ans, puis après, mais d'abord, c'est d'une grande poésie, et ensuite c'est une grande justesse, et c'est une grande lucidité. Terrible. Voilà, une grande lucidité sur qui elle est, sur la place à laquelle on voudrait qu'elle soit, sur les capacités qu'elle se sent avoir, et sur le fait que elle va lutter par tous les moyens qu'elle a, qui ne sont pas forcément des moyens militants, comme Angela Davis, etc., mais elle va lutter par tous les moyens qu'elle a pour échapper au destin que d'autres voudraient décider pour elle. Et en ça, c'est une grande féministe. Et puis après, il y a les actes. Il y a le fait qu'elle ait voulu monter ses propres studios. Il y a les choix qu'elle faisait. Et il y a ce fameux, soi-disant, mauvais caractère qu'elle avait sur les tournages. On disait, oui, elle arrive à moitié ivre, elle répète la même scène 200 fois, etc. Et en fait, quand on s'intéresse à sa vie, on se rend compte que c'était sa façon à elle de lutter contre le système. C'est-à-dire que tant qu'elle n'était pas satisfaite d'une scène, elle la répétait ou elle faisait ce qu'il fallait pour la saboter jusqu'à ce qu'elle arrive à finalement contraindre le metteur en scène à faire les choses comme elle le voulait, mais de façon un peu de force d'inertie, à la façon d'une force d'inertie. Et puis quand elle dit, par exemple, mais on me reproche, j'arrive en retard, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'art ?
qu'est-ce que ça a à voir avec l'art d'être en retard? Moi, je viens jouer, je viens être, je viens devenir, non, c'est pas très joli, mais je viens incarner, voilà, un personnage. J'ai besoin d'un certain temps pour me préparer. J'attends l'instant où je serai ce personnage pour venir le jouer. Qu'est-ce que vous me parlez de retard? Ça n'a rien à voir avec mon art. Mais en vous entendant parler, là, je me dis, est-ce qu'on aurait demandé ça à un homme, un grand artiste, par exemple, probablement pas, qui met son coup de pinceau au moment où il le souhaite. On respecte toute cette théâtralité. Peut-être qu'une petite actrice, voilà. Même si c'est une grande actrice. Mais la réponse est dans votre question, c'est-à-dire que non seulement on veut la soumettre parce qu'elle est une femme, en tout cas à cette époque-là, mais en plus, elle veut sortir du rôle pour lequel on l'a façonnée, construite, pour lequel elle a fait des opérations de chirurgie esthétique, ce rôle pour lequel on lui a trouvé un nom, le fameux nom de Marilyn Monroe, qui est le rôle de la dumb blonde, la blonde un peu sotte, un peu idiote, qui a une histoire d'enfance un peu douloureuse, qu'on va pouvoir vendre au tabloïd, et qui est jetable. Sauf qu'évidemment, elle était autre chose. Donc, son indiscipline face au système lui vaudra encore plus de critiques et d'exigences. Alors vous, Marilyn, et elle en mourra d'ailleurs. Vous, Marilyn, vous la résumez à sa peau. C'est vraiment sa peau laiteuse qui, en fait, dit un petit peu tout pour vous. Et pour chacune, vous avez trouvé comme ça un angle, un regard, vraiment. Et on sent dans ce regard et dans les mots que vous employez un vrai goût pour l'écriture. Parce que ce n'est pas votre premier livre. Vous aviez déjà fait un roman. Et donc, ce goût pour les mots, c'est quelque chose aussi... vous parlez aussi beaucoup d'écrivaine dans le livre. Oui, tout à fait. Il y a une admiration. C'est peut-être votre prochain métier. J'aimerais bien, mais bon, moi de toute façon j'ai toujours eu ce goût pour les mots. Effectivement, j'ai publié un premier roman il y a une dizaine d'années, mais j'ai beaucoup écrit d'éditos, j'ai beaucoup écrit de tribunes. Engagé. Il y a ce livre aujourd'hui, il y en a d'autres en préparation. Pour moi, c'est indispensable. Voilà, c'est une partie de ma vie qui, jusqu'à maintenant, je ne dirais pas était en sommeil parce que je l'ai toujours entretenue, mais qui, j'espère, sera de plus en plus importante parce que c'est quand même très épanouissant. Alors, parlons justement d'épanouissement et de l'épanouissement de ces femmes, toutes ou presque. Ce qui peut peut-être être un peu transversal dans leur parcours, c'est qu'elles ont refusé des choses comme la famille, comme les enfants. Doris Lessing a même été jusqu'à abandonner ses deux premiers enfants. D'autres n'en ont pas fait volontairement pour faire comme une carrière. Voilà. Elle qui est assez fascinante aussi, une écrivaine dont on découvre l'engagement militant, vraiment le feu sacré qu'elle avait pour l'écriture. On découvre aussi des femmes, il y en a que j'ai découvertes dans ce livre. Il n'y a pas que des connues, voilà. Ça donne envie de les lire justement et de les approcher. Et donc elles ont toutes refusé soit la maternité, soit la famille traditionnelle, en ont payé parfois un prix énorme en termes de solitude. Doris Lessing, par exemple, une vieille dame des plus impertinentes, fort sympathique, mais ça n'a pas dû être facile tous les jours. Donc, il y a l'idée quand même qu'il y a un prix à payer pour cette liberté. Bien sûr, bien sûr. Alors, certaines ont essayé, en tout cas, d'avoir... Alors, par exemple, Joyce Carol Oates, elle a décidé de ne pas avoir d'enfant, mais elle a été mariée 2 fois, et puis c'est une femme qui croit dans la vie, qui est amoureuse, et qui, bon, elle n'est pas uniquement tournée vers son moi intérieur et tout ça. Mais oui, il y en a qui ont essayé. Bon, je pense par exemple à Gisèle Halimi, je pense évidemment, même si c'est dans des conditions un peu particulières, Winnie Madikizela Mandela. Mais il y a un coût. Ce que je dis souvent, on me dit oui, mais c'est impropre, vous devriez parler de prix. Non, la liberté pour ces femmes-là, pour moi, mais pour elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Elle a un coût qui peut être très lourd, c'est comme un tribut. Doris Lessing a payé peut-être le coût le plus élevé, mais il faut considérer, en tout cas elles l'ont expérimenté, elles l'ont considéré que on ne peut pas tout avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même pas forcément très audible ou beaucoup dit dans les discours de féministes. C'est-à-dire qu'au contraire, pendant, moi, encore une fois, les années 70-80,
le discours féministe, c'était la working girl, la superwoman qui va tout réussir, qui va être à la fois évidemment diplômée, cultivée, belle, dynamique, menant sa carrière et ayant un compagnon, ayant des enfants et réussissant tout, ou alors elle va être, à défaut d'être dans les hautes sphères, elle va travailler, elle va mener sa barque, etc. Mais en se battant sur tous les fronts à la fois, avec pour idéal le fait de tout réussir. Et puis, je pense qu'on s'est rendu compte que c'est pas... Être une femme libérée, c'est pas si facile que l'on croit, pour reprendre la chanson, que c'est pas si simple. Après, de là, entre le moment où on se dit c'est pas si simple, mais c'est à nous de créer les conditions dans la société. Alors c'est des crèches qui ouvrent plus tard, c'est impliquer plus les pères dans l'éducation des enfants, c'est tout ça, c'est réorganiser la société. Donc il y a l'idéal de tout réussir à la fois, il y a le constat qu'on ne peut pas tout réussir et le fait d'essayer de transformer la société pour qu'elle soit plus égalitaire. Et puis il y a une phase un peu différente à laquelle sont arrivées la plupart de ces femmes à la fin de leur vie, et pour celles qui ne sont plus là en tout cas, qui est, et finalement, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir, donc forcément, il y a des deuils, forcément, il y a des renoncements importants, et il faut choisir. Il n'y a pas de solution idéale, soit, j'ai envie de dire de façon un peu caricaturale, soit on se soumet aux contraintes de la vie professionnelle, familiale, etc. Soit on décide de s'en libérer, mais il faut aussi accepter de payer et d'avoir un coût quand même assez important à payer. Et ce coût, justement, il est aussi lié aux esprits des gens qui nous regardent, qui n'ont pas forcément changé ou qui ne changent pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Parce que, pour prendre votre exemple, évidemment, on va en parler, vous êtes une journaliste connue, reconnue, il n'y a pas trop de doute sur vos qualités, vous avez fait de la presse écrite, de la télé, de la radio, et un homme a encore été capable de vous dire dites à la personne qui vous parle dans l'oreillette. Voilà, en plus au mec qui vous parle. Sûr, je savais pas. Un mec qui a des voilà. Et alors ça, en tant que femme, en tant que journaliste, moi j'ai bondi. Moi aussi. Et c'est juste insupportable. Et qu'un homme abandonne ses enfants, on n'en parle même pas. Qu'une femme abandonne ses enfants, elle doit porter forcément le poids de cette culpabilité et que cette culpabilité soit publique toute sa vie. Il y a encore des choses comme ça qui passent par le regard des autres. Absolument, mais il y a tout un tas de schémas, parce qu'une femme aussi peut ne pas abandonner ses enfants et s'en occuper, mais décider de vivre seule, par exemple, et elle sera en permanence renvoyée à une sensation d'échec, parce que forcément une femme qui vit seule et qui élève ses enfants, elle est en situation d'échec. Ça ne peut pas être un choix. Alors qu'un homme, on n'y posera jamais la question. Un homme peut très bien être célibataire, s'occuper de ses enfants et les avoir à temps partiel ou les avoir à temps plein et organiser sa vie. Personne ne le questionnera jamais sur le fait qu'il est dans une situation d'échec. Pour une femme, ce sera encore considéré dans nos sociétés comme une situation d'échec. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un peu ce que je dis dans ce livre, c'est que l'utopie, ce n'est pas qu'une illusion. L'utopie, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait avancer, et c'est ce qui rend possible ce qui paraissait impossible. Alors, je sais que c'est utopique aujourd'hui d'imaginer une société des sociétés développées où les femmes soient réellement les égales des hommes. Mais quand je dis réellement, c'est-à-dire que la question de l'égalité homme-femme ne soit plus une question, mais soit une évidence, et que les hommes ne se sentent pas dépossédés de leur rôle ou les femmes dépossédées de leur rôle parce qu'ils auront été changés ou ils ont été modifiés. Et que c'est utopique d'imaginer aujourd'hui une société où il n'y ait pas d'inégalité entre femmes et hommes au travail, où il n'y ait pas d'inégalité entre femmes et hommes devant la violence économique, où il n'y ait plus de violence conjugale envers les femmes. Alors il y en a aussi envers les hommes, mais ça reste quand même plus rare. C'est utopique. Mais si on n'a pas ce genre de rêve, on n'avance pas beaucoup. On se contente du quotidien. Donc essayons d'imaginer ensemble, les femmes et les hommes, une société différente. Et c'est pour ça que je pense, mais très profondément,
qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être féministes, des hommes et des femmes féministes. Donc, ce livre est à recommander. Il devrait être remboursé par la Sécu pour les ça, hommes. Mais c'est une bonne idée, on va proposer ça. Mais d'ailleurs, je le dédie aux hommes, parce que ce n'est pas un livre de femmes pour les femmes. C'est un livre pour tout le monde. C'est un livre... Après, c'est pas un livre de guerre contre les hommes, surtout non, pas du tout. Après, ce n'est qu'un livre. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la Bible ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'un livre. Mais mon propos n'est pas du tout d'opposer les femmes aux hommes. Mon propos non, mais est de... ça montre qu'il y a eu des femmes libres de tout temps, voilà. De toute façon. La liberté, c'est quelque chose qui mais a un peu à voir avec la modernité, quelque part. Non seulement il y a eu des femmes en quête de liberté tout le temps, mais justement, ces femmes se sont de tout temps entendues dire « Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Le combat est terminé. » Et c'est ce qu'on nous entend aujourd'hui. Et moi, je dis non, le combat n'est pas terminé. Il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que le combat n'est pas terminé. Il faut continuer. Et dans ce combat, quand on n'avance pas, on perd du terrain. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous.